Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karine, merci d'être venus. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Dov Lynch pour la parution de son premier roman Mer Noire aux éditions Anacarsis, donc qui est paru en ce début d'année. Je vais commencer par simplement en dire quelques mots. Donc c'est un roman en fait très particulier parce qu'au départ ça a un peu tous les ingrédients d'un thriller, d'un voyage qui est vraiment sous tension, sur fond de conflit armé, d'un bout à l'autre de l'Europe. Mais en fait, une fois qu'on l'a refermé et qu'on l'a lu, il en reste surtout une vision très prégnante, qui reste très longtemps, d'une Europe rongée, ou en tout cas marquée par les guerres, les conflits, et d'une famille marquée par les conflits, d'un bout à l'autre de l'Europe, puisque c'est de l'Irlande jusqu'à l'autre bout de l'Europe, à Soukoumi, au bord de la mer Noire. Donc dans ce roman, on a un personnage central qui s'appelle Dimitri, on dit Dimitri. Dimitri. Dimitri donc, est irlandais et il quitte l'Irlande après le décès de son père qui était malade. Son père est un ancien homme fort de l'IRA. Et après le décès de son père, il part à la recherche de son frère Nico. Son frère avait dû partir, il a été aussi combattant au sein de l'IRA et il veut retrouver son frère pour lui annoncer la mort de son père et donc l'héritage. Donc il pense, parce que son père lui a dit que son frère est parti donc aux confins de l'Europe, en Abkhazie, sur les traces de leur mère qui est d'origine grecque et qui a disparu des années avant vers cette ville qui était sa ville natale, Soukoumi, au bord de la mer Noire. Le début du roman, on a une ambiance vraiment de thriller, une ambiance de très forte tension, avec le danger pour Dimitri qui se développe avec la mort de son père le protégeait, et bon, il se retrouve plutôt en danger. Ça se déroule donc au début des années 90, en plein conflit entre les Abkhazes et les Géorgiens. Et Dimitri va entreprendre un voyage donc de l'Irlande, traverser l'Europe, un peu à l'instinct, à l'azimut. On a l'impression qu'il sait pas trop où il va, qu'il ne connaît pas vraiment le lieu où il se rend. Il va passer par Cherbourg, par Vienne, par le Bosphore, la mer Noire, jusqu'à cette contrée mystérieuse géorgienne où donc il y a ces affrontements depuis des années entre les séparatistes abkhazes et les Géorgiens. C'est un homme qui est taciturne, mais en même temps qui est habitué à la violence, donc il a peu de mots, mais il entreprend ce voyage, voilà, avec cette violence rentrée, en traversant donc un continent où on a des traces de l'histoire, des conflits, des guerres depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Yougoslavie, avec une espèce de flottement, et finalement il s'abandonne au rythme du voyage qu'il fait en ferry, en voiture, en train, en laissant affluer en lui les souvenirs, les paroles de son père qui est disparu, et donc il va faire des rencontres à la fois très belles ou terribles, lumineuses ou très très sombres. Le but initial du voyage, donc, c'est de retrouver son frère pour lui annoncer la mort du père. Finalement, au bout d'un moment, le but initial, en fait, apparaît comme assez secondaire, et il reste surtout l'histoire d'un homme qui est confronté aux guerres, qui veut se détacher de ce passé, de cet héritage, de tout ce qu'il a vécu en Irlande, et rechercher sa propre identité. Donc c'est un roman avec une langue, une écriture extrêmement sobre, très précise, très beau, souvent oppressant, inquiétant, mais en même temps avec des passages extrêmement lumineux. Donc ma première question, c'est donc à propos du personnage central de ce livre, Dimitri. Au départ, on a l'impression qu'il a vécu beaucoup dans l'ombre de son père et de son frère, qui étaient tous les deux combattants pour l'IRA, même s'il y en a un qui est mort en fait et l'autre qui a disparu. Et en partant, donc il part sur les traces possibles de son frère, il est habité par les paroles de son père, mais on a l'impression en même temps qu'il prend enfin son propre envol. Donc est-ce que c'est juste, et qu'est-ce qu'il veut vraiment découvrir en faisant ce périple? Ok, merci. Merci pour cette invitation. Je pense que je vais peut-être me présenter avant de répondre à la question. Parce que je ne suis pas écrivain... je ne sais pas si ça se dit, ou écrivain professionnel. Je suis écrivain amateur, je fais ça et je suis diplomate pendant la journée depuis toujours. C'est mon premier roman. C'est le premier roman qui est en français. Enfin, c'est le premier livre, pas le premier livre, mais le premier livre qui est en français. Donc j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. J'écris dans un registre qui n'est pas le mien parce que je suis en fait écrivain à plein temps, mais en anglais. Et je travaille dans la politique, donc c'est une langue, je travaille la langue anglaise toute la journée,
depuis 20 ans, d'abord comme universitaire, ensuite comme conseiller politique dans différentes organisations en Europe et là pour les Nations Unies. Donc c'est un peu étrange, juste le contexte de sortir un livre qui est comme ça, qui est en français, qui est un roman. Ça sort un peu en biais de ma vie, en fait, on va dire comme ça. Mais c'est une partie très importante. Je suis irlandais, je ne suis pas français. Je mets la langue. Le choix de la langue française est important, on peut en parler, mais c'est un truc. C'est une décision réfléchie, c'est une décision vraiment importante pour l'écriture du roman. Donc peut-être qu'on en parlera, mais c'est juste poser ça un peu comme contexte. Pour ce qui est de Dimitri, alors Dimitri n'est pas le même homme à la fin du livre qu'il est au début du livre, en fait. C'est tout bête, hein, mais c'est important pour la narration. Ce qu'il est au début, moi je vois Dimitri au début du roman complètement passif. Je crois que c'est sa première réflexe à la mort de son père et de fermer les yeux. Il a envie de fermer les yeux, de s'éteindre quelque part. Il y a une éteinte de Dimitri au départ, de par cette paralysie qui pèse sur lui, qui est le poids de son contexte, le poids du conflit dans lequel il habite. Il a toujours habité, pour lequel il a longtemps travaillé, œuvré, qui est le conflit en Irlande du Nord. Il est paralysé par la mort de son père, la mort de son père en fait c'est quelqu'un qui est anomique, j'ai envie de dire, il est pris dans une situation, il n'est pas l'auteur même de sa vie. Il n'écrit pas l'histoire de Dimitri. Dimitri subit quelque part les affres, les tournants, les retournements du contexte autour de lui. Voilà, donc le départ du roman se passe dans la nuit, dans le noir, dans un contexte où Dimitri veut, comme je le dis, fermer les yeux. Il n'y a même pas une question de décision. Il ne sait même pas ce qu'il veut faire. Voilà, quelque chose se passe, bien sûr, pour le lancer pour le propulser à travers l'Europe. Ce qui se passe, il faut le dire, peut-être si vous voulez le lire, mais c'est presque un accident. C'est pas quelque chose de réfléchi encore, mais ça le propulse hors de l'Irlande. Il est obligé de partir, de quitter. Et il y a une forme de nécessité dans son départ, qui est important, il n'a pas le choix. En fait, il doit quitter l'Irlande. Et ça facilite la vie à Dimitri, parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué au départ, du moins, à faire des choix, à prendre des décisions. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire, donc il part à la recherche de son frère. Là encore, je pense qu'il n'écrit pas encore son destin lui-même. C'est la recherche même pour un frère qui existe, qui n'existe pas, enfin qui est là, qui écrit, qui le propulse. C'est pas encore lui qui décide finalement que c'est le choix qu'il va faire, cette poursuite, cette recherche. Et voilà, donc tout le trame, et c'est l'importance de la notion de traversée dans le roman, c'est que tout le voyage en fait est une révélation à Dimitri d'une propre capacité en lui-même de décider des choses, de sa capacité propre à lui, de dire je choisis de faire quelque chose, et un moment tournant se passe, bien sûr. Je crois qu'il est fait d'une façon un peu simple, un peu silencieuse, parce que c'est Dimitri, mais à la fin du livre, donc on le retrouve pas dans le noir, on le retrouve à l'air libre, on le retrouve pas dans la passivité, mais dans l'action, on le retrouve dans une forme de décision, dans une forme avec un attachement nouveau à la vie, un attachement nouveau à lui-même, un attachement nouveau au monde dans lequel il vit. Ce qui importe à la fin du livre n'est pas du tout son frère, ni sa mère, ni son père. Tout ça est délaissé, mais le propre même d'une décision de continuer. Et voilà, donc la traversée est très importante, parce que c'est comme ça, en se mettant dans une situation qui est un peu difficile, périlleuse, où il découvre que voilà, la vie elle-même révèle le besoin de continuer. Et il continue. Je peux en parler plus souvent, beaucoup plus, mais allez-y. Je propose de lire un extrait. Okay. Dimitri retraversa la frontière et arriva à la ferme tard dans la nuit. Il éteignit le moteur et resta un moment dans le silence de la cour. À la vue de la colline, de la maison, il ressentit comme une boule de laine qui s'enroulait au fond de son ventre, qui tirait vers elle tous les fils de sa personne. Il remarqua les traces de pneus dans le gravier de la cour, les volets étaient fermés à l'étage. Il entra par la porte de la cuisine et tendit l'oreille vers la chambre de son père.
Il passa dans le salon, il savait qu'il ne pouvait pas rester, il devait partir, mais il s'assit dans le fauteuil devant la cheminée. La maison sentait la cigarette, le salon semblait plus grand, comme si les meubles avaient été déplacés, repoussés vers les murs. La porte de la salle à manger était ouverte, ce que son père n'aurait jamais toléré pour économiser la chaleur dans le salon. Dimitri se souvint du jour où, dans la salle à manger, son père l'avait traité d'insinuateur. Le mot était resté suspendu dans l'air au-dessus de la table. Insinuateur ? Il n'avait jamais compris ce que son père avait voulu dire. Insinuer quoi? Contre qui? Cherbourg, puis direction la mer Noire. C'était ce que son père lui avait dit pour Nico. Après son jugement, Nico avait pris le ferry pour Cherbourg, avec l'idée de se diriger ensuite vers Soukoumi, une ville sur la mer Noire où il y avait la guerre. Dimitri en avait entendu parler. C'était une de ces guerres lointaines, perdues dans l'ombre d'autres conflits plus importants. Une petite guerre séparatiste. Soukoumi avait été autrefois une ville balnéaire à l'intérieur de la République de Géorgie en Union soviétique. Avec la chute de l'Union soviétique, la Géorgie avait été reconnue comme État indépendant et Soukoumi était devenue capitale d'une région qui refusait l'autorité géorgienne. Des années de joutes verbales avaient suivi, puis, à bout de patience, l'armée géorgienne avait attaqué la région pour écraser les séparatistes. Nico était parti là-bas, lui avait dit son père, le regard un peu étonné. La mère de Dimitri et de Nico était née à Soukoumi, tout au bout de l'Europe, à la fin du continent. Dimitri pouvait situer Soukoumi sur la carte, il fallait mettre la mer Noire devant soi, tourner les yeux vers la droite et trouver la ville en remontant la côte. Mais il n'en connaissait rien de plus et Nico non plus. Il y avait si longtemps que leur mère était partie, il ne restait rien d'elle dans la maison. Parfois dans la rue, en entrant dans un magasin, Dimitri sentait un parfum qui semblait évoquer un souvenir d'elle, mais il n'en était pas certain. Donc il va traverser l'Europe comme ça de part en part, sur les traces de son frère et puis indirectement sur les traces de sa mère. Au cours de ce périple, il est confronté aux traces de beaucoup de guerres, donc les traces de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement en Normandie, traces de la guerre en ex-Yougoslavie, le conflit en Abkhazie, un conflit d'ailleurs dont on a très peu parlé à l'époque en France. C'est une dérive et une recherche d'identité aux confins de l'Europe qui est marquée par les traces de l'histoire et qui m'a beaucoup fait penser au livre d'Emmanuel Ruben qui est paru en 2014 aussi, qui s'appelle La ligne des glaces. Je ne sais pas. Et donc la mère du personnage d'origine grecque, elle est née sur les bords de la mer Noire. Il y a là une communauté grecque qui est implantée là, je crois, depuis l'Antiquité. Et le roman est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que c'est à la fois une traversée du continent dans l'espace et une traversée dans le temps. Et ça, c'est très beau. Donc je voulais savoir si c'était ce que vous vouliez et quelle forme de voyage vous aviez voulu montrer avec cette traversée. Mais en fait, le voyage c'est le personnage principal du roman, en fait. Plus que Dimitri, peut-être, c'est le véhicule, mais il y a plusieurs niveaux de voyage. Le premier niveau est, comme vous dites, un périple où il part de la nuit, il traverse l'Europe, d'un bout de l'Europe, d'une mer Atlantique à la mer Noire, qui fait partie de l'Europe, comme ça, à pied, en voiture, en train, en bateau, oui, parfois dans un contexte un peu sauvage. C'est une Europe un peu des limbes, une Europe excentrée, une Europe comme on ne la connaît pas, mais voilà, il y a cette espèce de périple qui est un peu dangereux, qui est un peu périlleux, ou qui traverse des territoires inconnus, mais en même temps il a l'impression de les connaître, parce que ça fait partie de l'Europe. Donc il y a ce niveau-là qui est important, cette exposition physique au voyage, en fait, à la traversée des frontières, linguistiques, politiques, géographiques, historiques aussi. Ça, c'est important. Il y a aussi une révélation de l'histoire de l'Europe, une révélation des guerres dont les traces sont partout présentes en Europe. La Première Guerre mondiale, on a commémoré l'année dernière les 100 ans, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres en Yougoslavie, la guerre en 1066 en Angleterre. Enfin, je voulais évoquer dans son voyage l'importance de la présence de la guerre en Europe, qui est finalement un continent sauvage, un continent qui reste sauvage, même si on pense, on s'imagine que c'est un continent stable, pacifique, etc. Je crois que la guerre en Ukraine, que l'on voit activement aujourd'hui, est révélateur. Les guerres en ex-Yougoslavie, les guerres en ex-Union soviétique qui continuent. J'ai souvent pensé à la première scène dans
dans le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, où il y a Marlowe, le narrateur, qui regarde, avant de commencer son histoire sur Kurtz, sa rencontre avec Kurtz, il regarde la Tamise, et il dit les gens rassemblés autour de lui que oui, cette terre-là aussi a été sauvage. Et il fait ce lien entre le Congo, le cœur des ténèbres au Congo, et le cœur des ténèbres au fond de l'Europe. Et c'est ça le lien que je voulais évoquer avec Dimitri. Mais ce qui est important, et c'est tout l'enjeu du livre, c'était de ne pas faire un truc qui soit, de ne pas faire un roman qui serait didactique du tout, ne m'intéresse pas, de ne pas faire un roman qui serait de guerre traditionnelle, enfin une espèce de truc un peu épique. Ça n'a rien d'épique, ça n'a rien de, il n'y a pas d'héroïsme dedans. Enfin, donc là, c'était important d'essayer de trouver un moyen pour évoquer tout ça sans le dire, pour évoquer aussi la notion beaucoup plus ancienne en Europe, qui est celle de la barbarie. Le concept de la barbarie est né en Europe, est né autour de la mer Noire, et c'est un concept fédérateur, structurant à l'Europe. Et il y a de ça aussi, finalement, dans ce périple de cette traversée de Dimitri. Dimitri, donc, la difficulté du roman, c'est de marier un personnage qui est égaré, un personnage qui est un peu, il ne sait pas trop où il va ni pourquoi, avec, donc il y a ça, avec quelque chose qui serait implacable, avec quelque chose qui serait une propulsion, enfin un moteur en lui auquel qui ne peut qu'écouter et qui s'apparenterait presque à la destinée, une notion de destinée. Il y a quelque chose, moi je voulais en tout cas, qui était chez Dimitri, il y a quelque chose qui est inarrêtable chez le mouvement de cet homme, et dans le mouvement révéler un peu tout ça. Je pense que l'histoire, ou les guerres, on va dire, si on les regarde de face, si on regarde l'histoire d'Europe de face, on écrit un roman finalement qui est un peu ennuyeux, didactique peut-être, donc il fallait le prendre de biais comme ça et révéler des choses qui seraient par évocation, pas par explication, ni par description. Je pense que la guerre, en fait, ces guerres, enfin l'histoire de l'Europe on peut imaginer ça comme un mur lisse. Il n'y a pas d'accroche en fait, c'est plein de mots d'ordre. La guerre en Europe on la connaît, l'histoire de l'Europe. Donc on sait qui a gagné les guerres, qui a perdu ces guerres. Et ça n'apporte rien au niveau humain en termes de la connaissance, enfin l'expérience de l'Europe aujourd'hui. C'est aussi la guerre, c'est aussi un visage de terreur, un visage de Gorgone presque, qui vous glace. Donc il faut le prendre par biais. C'est l'importance de toute la littérature, je pense, sur la Première Guerre mondiale, sur la poésie sur la Première Guerre mondiale. C'est toute la force si on veut vraiment comprendre la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de romans d'histoire, de livres d'histoire, il y a des romans aussi qui sont très forts, mais c'est la poésie qui va évoquer finalement, qui va pouvoir prendre cette expérience de biais, l'embusquer, peut-être la révéler. Donc c'est un peu ça tout l'enjeu de cette traversée de Dimitri, pour moi. Puisque vous parliez de la dimension sauvage et des confins, je voulais lire un deuxième extrait. Le train quitta Paris et retrouva une campagne ouverte où le ciel resta longtemps illuminé par une empreinte dorée. Seul dans le compartiment, il s'allongea sur la couchette du haut et resta dans une obscurité incomplète, ponctuée par des éclats de lumière. Après minuit, le train fit une pause dans une gare sombre. Il se demanda s'ils avaient atteint la frontière avec l'Allemagne. Son père lui avait dit que la mer Noire était une mer oubliée, perdue dans un pli de la carte entre l'Europe et l'Asie. Les Grecs s'étaient implantés autour de ces rives et y avaient fondé des ports et des villes fortifiées, entourées de peuples à leurs yeux résolument sauvages, de Scythes et d'autres peuples nomades. Il avait dit que le mot grec barbaros était né de cette rencontre, une onomatopée pour évoquer quelqu'un qui parlait une autre langue que le grec. À l'origine, les barbares n'étaient pas plus que ça. Il entendit quelqu'un passer dans le couloir du wagon. Une deuxième personne passa quelques minutes plus tard, traînant un objet lourd. Il descendit de la couchette et ouvrit la porte. Les lumières étaient éteintes dans le couloir. Plus loin, un homme fumait une cigarette devant une vitre baissée. Le train traversait maintenant une banlieue résidentielle entrecoupée par de grands centres commerciaux. Les parkings étaient vides, illuminés par de fortes lumières blanches. Le train avait passé la frontière. Ces maisons, ces rues étaient toutes allemandes. Il ferma les yeux et essaya de tracer dans son esprit les lignes de la carte de l'Europe qu'il connaissait. Il voyait clairement la France et l'Autriche, mais l'Allemagne résistait. Pour lui, le train disparaissait à la frontière franco-allemande,
pour réapparaître des centaines de kilomètres plus loin à la frontière autrichienne. Ils n'arrivaient pas à imaginer ce que pouvait contenir tout ce territoire. L'Allemagne restait une sorte de zone floue au milieu du continent qui tirait tout vers elle, dans laquelle l'Europe entière aurait pu s'engouffrer. Donc il y a des très belles évocations du roman de la mer Noire, justement, comme lieu sauvage et inconnu au bout du continent. Et il y a une forme d'étrangeté des confins du continent européen, comme ça, que vous rendez bien. Et ça m'a fait penser à un autre livre, qui est celui-là, je ne sais pas si vous connaissez, Last and Lost, Atlas d'une Europe fantôme. Donc c'est 15 textes écrits par 15 auteurs, illustrés par 15 photographes, qui parlent justement des confins de l'Europe, qui sont réels ou métaphoriques, et qui posent comme ça un regard différent sur l'Europe, un peu comme ce que vous faites dans le roman. Je voulais savoir en fait si dans votre roman il y avait cette volonté justement de montrer une autre image de l'Europe. Oui. C'est personnel, mais j'ai toujours travaillé sur l'Europe en fait, dans mon travail au jour le jour, pas presque toujours, et notamment sur la construction d'une Europe unie, et comme je travaille sur les questions de sécurité longtemps, sur une Europe de la défense, une puissance européenne qui serait une Europe de la sécurité unie. Je pense que nous tous avons vécu la chute de la guerre froide comme étant un moment d'unification de l'Europe. Et moi, j'étais très marqué par ça et propulsé par ça pendant 15 ans, vers voilà, une consolidation de l'Union européenne, l'élargissement de l'OTAN, enfin un sentiment que l'Europe est un continent uni, que tout le monde va dans le même sens, tous les pays vont dans le même sens, sous le chapeau de valeurs communes, soi-disant. Et ça, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, ça n'existe. Je ne sais pas si ça n'a jamais existé en fait. Il y avait un moteur qui a propulsé pendant 15 ans après 89 et 92, l'Europe a existé sous une forme unie, mais elle n'existe plus. Je pense que l'Europe, avant tout, est plurielle, elle n'est pas singulière, elle n'est pas. Là, il y a beaucoup d'Europe. Il y a l'Europe que nous connaissons, l'Europe un peu des institutions, il y a l'Europe des confins. Il y a l'autre Europe aussi, on peut dire, la Turquie peut-être européenne, il y a la Géorgie qui se considère comme européenne, mais que nous acceptons, enfin très peu de gens l'acceptent comme étant un pays européen, la Moldavie, enfin ça m'intéresse. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette vision de l'Europe qui serait plus réelle, une Europe qui est divisée, une Europe en délitement, dans beaucoup d'endroits, et une Europe en conflit avec elle-même, menacée de l'extérieur, mais avant tout en conflit avec elle-même, qui ne sait pas si elle avance, si elle recule. Et bon, rien de tout ça n'est dans le livre, parce que ça c'est pas important. Mais l'Europe que traverse Dimitri, il parle de l'Irlande, la France, l'Allemagne, qui est un peu un pays mystérieux pour moi toujours, l'Autriche, la Bulgarie, voilà, ça c'est une diagonale par l'axe central de l'Europe, mais en même temps, tout ça, chaque endroit en Europe est une Europe des confins, quelque part. C'est pas juste parce que la Bulgarie se trouve sur la frontière qu'elle est une Europe des confins, ouais, c'est l'âme de l'Europe. C'est partout, il y a cette notion de. La périphérie est partout présente en Europe. Elle est dans la rue là, elle est à Paris, elle est en Irlande, elle est avec les immigrés qui veulent venir, qui sont là illégalement, enfin elle est partout. Et l'Europe de Dimitri, c'est cette Europe-là, c'est une Europe qui existe, je pense. Alors Dimitri, justement, c'est un personnage assez intéressant, parce qu'au début, il est taciturne, il a cette violence rentrée, et puis en fait, on a l'impression qu'au fur et à mesure du voyage, il s'abandonne, il y a une forme d'abandon à ce périple. En même temps, il est assez ignorant du lieu où il va, il ne sait rien en dehors des quelques mots qu'il a entendus de son père sur ce qui se passe au bord de la mer Noire. Et pourquoi vous avez choisi comme ça un personnage ignorant de son destin? Parce qu'on est tous ignorants. Moi, je suis ignorant. Moi, parce que c'est pas. Je crois que c'est un vrai personnage pour moi. Je crois que la plupart des gens ne sont pas des encyclopédies de l'Europe, ils savent pas. On traverse la frontière avec la Bulgarie, ils se disent mais c'est quoi ce pays déjà? Qu'est-ce qu'ils mangent? De quelle langue? Peut-être les femmes portent des fichus sur la tête. Comment ça marche? Je crois que c'est une Europe. Voilà, je crois que c'est un personnage qui est comme nous, enfin, qui est un personnage candide.
Il n'y a pas de naïveté, je pense. Non, non, mais c'est Candide, c'est le personnage de Candide. Peut-être, ouais. Mais c'est pas un innocent. Ça, peut-être que Candide est plus innocent que lui. Mais ce qui était... Alors, Dimitri, c'est certain, est un Européen. Donc quand il traverse ces territoires, il n'est pas en Asie. Il est chez lui quelque part. Et ça, je pense que je voulais ce sentiment qu'il est, même en Bulgarie, même à la gare de Sofia, où il regarde des gens autour de lui, il a un sentiment que ça c'est chez moi. Il y a un continent, il y a un fond de ça, c'est jamais dit, mais c'est un continent qui lui appartient. Il y a une histoire qui sait par bribes, d'autres qui sait un peu mieux. Même s'il ne parle pas la langue, il y a un sentiment de connaissance de ce continent. Et je trouve que ça, on l'a, mais en même temps, voilà, de complètement égaré. Il ne sait pas du tout ni comment, les pourquoi, de comment marche un pays, quelle langue il parle à la limite. Quand il entend des langues slaves, il ne sait pas quelle langue slave c'est. C'est peut-être du bulgare, c'est peut-être du russe, il ne sait pas ukrainien. Donc voilà, c'était de marier justement encore cette notion de quelqu'un qui est égaré, qui est perdu, et en même temps traverse à travers des territoires qu'il connaît finalement. C'est une traversée d'une Europe qu'il ne connaît pas, mais en même temps c'est un espèce de retour, parce qu'il retourne dans le pays originaire de sa mère, donc il y a quelque chose quand même qui lui appartient là-dedans. Dans le pays dans lequel il va en Aprasie, c'est pas complètement inconnu. Donc c'est ça. Pour moi, c'est cette dynamique-là qui propulse Dimitri. C'est l'ignorance, vous avez raison, un peu totale parfois, et en même temps un sentiment de retour, ouais, un sentiment peut-être de propriétaire. Enfin, il y a quelque chose il se sent chez lui. Donc voilà, c'est l'inconnu, c'est sauvage, mais en même temps, c'est commun, c'est propre, c'est familier. Alors c'est familier, je crois que vous connaissez très bien le sujet du Caucase. Je voulais revenir sur la question de votre parcours, et d'abord évidemment la question de la langue, puisque vous êtes irlandais, vous avez étudié, enseigné aux États-Unis, vous vivez aujourd'hui en France. Vous avez fait un choix difficile, qui était d'écrire en français, qui n'est pas du tout votre langue maternelle. Donc pourquoi vous avez fait ce choix littéraire? Oui, c'est un peu étonnant, parce que je n'écris pas très bien en français. Enfin, j'écris avec beaucoup de difficultés en français. C'est un truc vraiment pas du tout facile. Ça demande énormément de patience. Je fais que des erreurs. Imaginez qu'à la fin, vous écrivez une phrase et vous ne savez pas si la phrase est juste. Vous finissez, vous mettez un point et vous dites, putain, il y a un truc qui ne va pas. Ou vous savez pas, il y a un sentiment d'incertitude qui est intense quand vous écrivez dans une langue qui n'est pas là. Parce que c'est une langue orale pour moi, avant tout, le français. J'ai mes amis, j'ai arrêté d'écrire en français à l'âge de 18 ans. J'ai fait des études ici, le baccalauréat. Et ensuite, j'ai plus du tout écrit en français de ma vie. Donc même écrire un mail, c'est des fois, je sais pas. Alors qu'en anglais, j'ai fait toutes mes études en anglais. J'ai fait une formation en sciences politiques aux États-Unis, ensuite en Angleterre, un doctorat, une thèse. J'ai publié ma thèse, j'ai publié 3 ou 4 livres après en anglais, dans un anglais de politique, un anglais académique parfois aussi, guidé par l'objectivité, donc il n'y avait pas de subjectivité, il n'y a pas de moi là-dedans, en fait, dans cette langue, donc c'est pour ça que j'ai choisi le français, c'est que je voulais écrire quelque chose qui serait subjectif, un truc, je voulais écrire dans ma propre voix, et je me trouvais en anglais confiné, en fait, et prisonnier de cette langue que je maîtrise, finalement. Donc c'était important de choisir une contrainte énorme pour me forcer à apprendre à écrire, en fait à réfléchir à chaque mot, à me ralentir, parce que j'écris très très vite en anglais, j'écris toute la journée, tout le temps, et j'ai l'impression de pouvoir écrire dans tous les styles, comme ça, à droite, enfin je peux faire un peu tout, une certaine virtuosité. J'ai aucune virtuosité en français, je ne peux pas faire ce que je peux faire en anglais, donc ça, c'est génial, parce que c'est libérateur quelque part, d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, avoir cette contrainte immense d'une langue qui n'est pas la sienne, c'est bien. C'est une mise en danger parce qu'on ne sait pas si c'est juste. Syntactiquement, la phrase, elle peut avoir sujet, objet, verbe, etc.
les éléments d'une bonne phrase en français et pas être bonne. On va avoir un verbe qui est un peu bizarre ou un... Voilà, parce que, alors c'est ça, d'écrire donc le choix du français, c'est un choix de tirer un trait, du moins dans l'écriture que je fais personnellement, dans l'expression personnelle, sous tout ce que j'avais appris. Tout l'appareil linguistique et d'expression que j'avais. J'ai découvert plein de choses en français. D'abord, je me suis dit que en fait le français, je pensais que la langue, était constituant. Je ne sais pas si je comprends. Je pensais que, c'est-à-dire que si on est, il y a une unité entre la réflexion et l'expression. Je pensais que donc on pense dans une langue et on écrit dans une langue. Vous voyez, donc si j'écris en français, il faut que je réfléchisse en français. Il y a une espèce de lien. Mais en fait, c'est pas si clair que ça. Je pense qu'il y a un gouffre entre ce que je peux penser et d'écrire dans une langue qui n'est pas la même et ce que je peux écrire. C'est ça intéressant. Parce que là, pour Dimitri, si je l'avais écrit en anglais, cette histoire était complètement différente peut-être. J'aurais pu faire plein d'autres choses. Je serais peut-être parti dans plein d'autres sens. Et j'avais tout ça en tête, bien sûr, parce que je réfléchis à un personnage, à une histoire, à une narration. Mais voilà, ce que j'avais comme outil, c'était ça. Ce stylo, métaphoriquement, j'avais que ce que j'avais. Je ne pouvais pas faire plus. Donc, j'ai découvert, voilà, c'est pas évident d'écrire. Voilà, tout ça pour résumer. C'est pas évident d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne du tout, et ça demande une certaine patience. Donc, si je comprends bien, vous avez écrit en français pour réinventer la langue. Bon, pas la langue française. Non, la langue de l'écriture. Ma langue, parce qu'en plus le français, vous imaginez, vous avez une librairie qui est très belle, le français quand même. Histoire. Là, c'est pas. Je me demande si c'est débat à avoir. Est-ce que la langue anglaise est plus ouverte aux écrivains qui ne seraient pas anglophones d'origine? Ou est-ce que le français s'apprête si ouvertement que l'anglais? L'anglais, en tout cas, ça est ouverte à plein de gens. Tout le monde parle anglais, baragouine, tout le monde peut écrire. C'est pas la même chose d'avoir des discussions business un peu robustes. C'est vrai, que d'écrire. Et d'écrire un ouvrage littéraire en anglais quand même. Hein. Enfin, il y a quelques bouts précédents. Hein. Vous avez Toki, vous avez des gens qui sont choisi le français. Moi, quand je pense à la. Oui, y compris les Américains, y compris les Irlandais. Mais est-ce qu'il y en a autant qu'en anglais? Je me demande, je veux dire par ça, c'est que moi j'ai une certaine, quand je regarde le français, et ça explique un peu la difficulté du choix du français, j'ai l'impression qu'une histoire, il y a un certain respect pour la langue en France, qui est différent qu'en Angleterre. Donc en tant qu'étranger, on rentre dans un territoire qui est un peu dangereux, en attaquant la langue française. Il y a un respect. Strindberg a écrit un texte magnifique en français, Potoki a écrit toute son œuvre en français. Ok, mais moi j'avais l'Académie française là sur la tête, je me disais, mais comment oses-tu faire... Surtout pas l'Académie française. Et en fait, ce que vous expliquez du rapport avec la langue, théoriquement ce rapport avec la langue, les écrivains français devraient l'avoir. Ils l'ont aussi. Le problème c'est qu'ils l'ont pas. C'est la méchanceté du soir. Beaucoup ne l'ont pas, et beaucoup ne s'interrogent tellement pas sur leur langue que ce qui sort, sort. Ce qui sort, exactement. Alors, parfois ça sort extrêmement bien, parfois c'est juste... C'est quand même l'exemple de tous ces millions de scientifiques qui aujourd'hui, de par le monde, écrivent dans des revues en anglais. Oui. Alors c'est pas littéraire, mais c'est quand même une écriture. Ça serait pas possible en français. Mais je sais pas si c'est une question mon ressenti, je ne sais pas si c'est une question de langue proprement dite, anglais ou français, ou si c'est simplement une question de champ en fait couvert par la langue, de champ culturel couvert par la langue à un moment donné, parce que énormément d'écrivains méditerranéens dont la langue native était par exemple l'arabe égyptien ou l'arabe libanais, ont écrit en français, qui était leur deuxième, voire leur troisième langue, et ont été accueillis littérairement en France. Parfaitement, mais c'était une ère linguistique où le français existait en tant que langue, où il y avait une histoire.
effectivement, j'ai pas d'exemple direct comme ça de Norvégien ou de Finlandais qui aurait écrit en français. Enfin, tu parlais de Berg. Il a écrit Infernos, c'est écrit en français. Pietoy est un fou aussi. Toki, c'est autre chose. Parler français, je pense beaucoup. Ok, mais c'est une question, c'est un débat. Vous avez raison. Quand j'écrivais sur roman, parce qu'il y a mis très longtemps, j'avais peu de temps pour le faire, mais on me demandait parfois, mais pourquoi tu écris en français? Pourquoi avec pas la question de se poser pas pourquoi est-ce que tu prends la peine d'écrire en langue qui n'est pas la tienne, mais plutôt pourquoi est-ce que tu fais ça? Il y avait parce que là, le français est difficile et complexe, on est habitué à, enfin, il y a un certain, je sais pas, mais ça se posait en tout cas pour moi, la question était là. Si je peux me permettre, chez Anacarsis, oui, il y a un Allemand qui écrit en français. Qui ça? Oui. Il y a Yann Monk. Anarchie. C'est votre éditeur. Je sais. Non, mais Anacarsis, c'est assez spécial, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. C'est assez chouette. Ouais. C'est vrai. Berman, il écrit en français. Ouais. Très bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il a décidé d'écrire en français, mais il est allemand. C'est une question à poser. Pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il écrit en allemand aussi? Des œuvres littéraires? Ouais. Il est installé en... Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est une question qui m'interpelle. En fait, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, à écrire dans une langue qui n'est pas la sienne. Enfin, mais est-ce que tu en fais la traduction en anglais? Moi-même? Oui. Bonne question. Non. Ce serait de repasser sur un chemin que tu as déjà fait. Il faudrait que quelqu'un d'autre le fasse, non? Je pense. Et que je t'ai un regard, mais c'est juste un chemin qui est tellement poursuivi que tu ne vas pas le reprendre. C'est terrible. Alors c'est marrant ce que vous disiez sur la langue et sur les contraintes, puisqu'il y a un poète anglais qui s'appelle Yann Monk qui vit en France, qui est un poète oulipien et qui écrit en français. Non seulement n'écrit pas dans sa langue maternelle, mais qui en plus écrit sous contrainte. C'est extrêmement sophistiqué. Celle-là, vraiment l'histoire, l'idée de contrainte est très claire pour moi. La contrainte est libérateur dans ce contexte, c'est intéressant. Mais, ouais. Et alors j'aurais bien aimé sinon, puisque on a parlé de la langue, mais que vous nous parliez justement de votre parcours. Vous avez une formation en sciences politiques, une formation militaire, et de savoir comment ça vous a influencé ou pas pour l'écriture de votre roman. J'ai une bonne question. Alors non, je sais pas. Ouais. J'ai une formation qui est en sciences politiques et j'ai toujours travaillé sur les questions militaires. J'ai toujours été civil, mais travaillant dans un contexte où il y avait souvent beaucoup de militaires, sur les questions de stratégie et les questions d'opération, souvent de maintien de paix, et aussi dans la résolution des conflits. Donc j'ai travaillé dans la négociation des résolutions des conflits en action soviétique, sur la Géorgie, sur la Prasie, pendant 5 ans. Je pense pas que ça a pu... Enfin, c'est vrai que ça sort de moi, donc il y a clairement une influence. Enfin, ça sort de ce terreau-là, il y a cette fertilité de cette terre, de cette expérience, tout ça, de ce que j'ai vu. Comment répondre? J'ai un livre que j'ai fait qui était sur la question du séparatisme avec ce monsieur-là, juste là. On est parti très longtemps dans les 3 pays séparatistes en ex-Union soviétique. Il y a la Moldavie, la Transnistrie en Moldavie, il y a l'Abkhazie en Géorgie, il y a le Nagorno-Karabakh en Azerbaïdjan. Pour comprendre ce que c'est que le séparatisme. La question était toute bête, comment survit un État séparatiste? Un État qui est non reconnu, donc un État qui est illégal selon le regard international, qui n'existe pas selon le droit international. Donc ce sont des États qui sont des États criminels, des États qui vivent au milieu de la carte. Vous savez, quand vous ouvrez la page, dans le pli de la carte, ce sont des États, en fait on considère ces États comme des no man's land. Pas des sujets en soi, mais des objets, souvent géopolitiques. Et la question, c'était de partir là-bas. On est parti dans tous ces États pour essayer de comprendre comment survit un État séparatiste, quel est le moteur qui propulse les gens à rester, à vivre, à imaginer un État. Donc il fallait, on a vite compris que les institutions sont une chose de l'État. Il y a l'État
en tant d'institution, donc les routes qui marchent, les réverbères, les sémaphores, les institutions de l'école, la police, enfin ce genre, tout ça qui structure un État, puis ensuite il y a l'imagination de l'État. Et en fait, dans ces États séparatistes qui souvent sont bringo-brallants en fait en termes de structure et d'institution, il n'y a que l'imagination de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a que des... En Abkhazie, l'État quand on enfin c'est un peu différent maintenant, mais l'État n'existait à peine en termes de structure. Ce qui était important et évident, c'était de se dire mais comment survit un État, enfin comment survivent les gens dans des circonstances pareilles. Et il n'y a que l'imagination, une part de folie, la peur, tout ça, c'est ça qui fait l'esprit de l'État. L'État est un corps, mais en même temps un esprit. Et voilà, si vous voulez suivre un chemin, c'était ce chemin-là. J'ai vite compris, en fait, les institutions de l'État, ça m'intéressait un peu moins. Et ce qui m'intéressait, c'était de parler aux gens pour essayer de comprendre comment ils voyaient les choses, pourquoi ils vivaient, quel était l'imaginaire de l'État. Donc j'ai fait des très longs entretiens oraux pendant des heures avec des gens pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un État pour vous, par exemple avec des membres du gouvernement séparatiste dans ces États séparatistes, pour essayer de comprendre qu'est-ce que fait la vie, pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce que la Abkhazie existe, pourquoi est-ce que la France existe. Et en fait j'ai compris que ça m'intéressait pas. Enfin, il y a tout l'histoire, le récit de l'État est partout pareil. Le récit de l'État est une forme de nécessité historique, une propulsion historique. Tout État s'explique de la même façon. Nous avons été victimes d'une certaine chose. Enfin, il y a toujours une question de victime et de victoire sur les autres. Et ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est en fait ce que j'ai compris, c'est de savoir, de comprendre comment les gens vivent ça. Donc, c'était moins demander la question pourquoi est-ce que l'État Abkhazie existe, mais de dire mais qu'est-ce que vous avez fait le premier jour de la guerre? Où étiez-vous? Que portiez-vous? Vous portiez un t-shirt? Vous avez la cravate? Vous avez pris le téléphone le premier jour de la guerre? Vous avez appelé qui? Votre mère? Vous avez appelé votre père? Qu'est-ce que vous avez dit à votre mère? C'était le genre de questions qui m'intéressaient en fait. C'était de comprendre voilà, ce que c'est que l'existence dans un État séparatiste. Et en fait, si on part encore un peu plus loin, c'est de comprendre l'existence. Comment les gens vivent. Et le bouquin donc est parti de... Voilà, tout ce travail-là sur l'État, et le résultat, en fait, ça m'intéresse un peu moins, mais juste la question de comment les personnes, les hommes, les femmes vivent aujourd'hui, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les fait traverser un continent? Qu'est-ce qui les fait agir? En même temps, c'est curieux parce que dans ce que vous dites, il y a cette insistance très perceptible justement sur le ressenti local par une population donnée qui fait qu'elle se sent, et là je prends effectivement deux exemples, qui se sent plus transnistrienne que moldave, de même qu'elle se sentirait plus kosovare que serbe, et pourtant ensuite il y a un regard de la communauté internationale qui va être très différent par rapport à un ressenti éventuellement identique ou très proche. Et c'est quand même curieux qu'il y ait ce grand écart entre des situations qui, si on les fait de façon journalistique détaillée, profonde, ethnologique ou politique mais locale, vont finalement être assez semblables. Et en revanche, repasser au niveau des grands équilibres de la communauté nationale, avec ou pas habillage humanitaire, on est dans des univers complètement différents. Si on pose, c'est intéressant, si on pose une question qui relie à la question d'identité à quelqu'un qui est foncièrement dans une situation où il doit défendre son identité, on aura une réponse qui sera toujours presque la même, qu'il soit kosovar, serbe, etc., dans une situation de conflit, qui est la même structure dans la réponse. Mais si on pose une question humaine à cette même personne et qu'on la pousse à répondre et qu'on essaie de l'amener à mettre de côté cette question, cette apparenté identitaire qui est si importante, qui est le drapeau de leur vie finalement, on découvre d'autres choses. Et c'était ça en fait ce qui m'intéresserait, que ce soit en Transnistrie, en Moldavie ou en Abkhazie, en Géorgie. J'ai rencontré une femme il y a une dizaine d'années. J'allais souvent en Abkhazie et parlais souvent avec des gens qui étaient identitairement toujours en train de porter le drapeau et de sonner les cloches de guerre pour se défendre dans un monde qui ne les reconnaît pas. C'est normal. Et j'ai rencontré une femme qui était dans le métro, et je la vois et je me suis dit, mais je pensais qu'elle était du Caucase. J'ai un sentiment. Et elle avait l'air perdue, elle avait plein de sacs.
Et je suis allé l'accoster. Je lui ai dit, parce qu'elle cherchait, elle ne savait pas trop savait pas trop où elle allait. Et je lui parlais en russe, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que je sentais qu'elle était russophone, elle venait de la région. Et il s'avère, elle était perdue, elle cherchait la gare de Balard. Je ne savais pas qu'il y avait une gare de Balard. Il y a une gare de Balard. C'est des trains qui partent vers l'Italie, qui sont pas chers apparemment, un truc comme ça. Non. Et je l'ai amené là-bas avec ses sacs. Et en fait, il s'avère, parce qu'elle me posait plein de questions, pourquoi vous parlez russe comme ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce que, etc. Pourquoi vous connaissez le coca? Il s'avère qu'elle était à Praz. Et elle me regardait avec un espèce d'air complètement étonné que je connaissais la Prasie, que j'étais allé là-bas. Elle était partie au début de la guerre, donc en 92. Elle avait quitté la Prasie, elle n'était plus jamais retournée. Toute sa famille était partie. Donc pour elle, l'identité à Praz était très frileuse. Enfin, elle était là, mais n'était pas très forte. Et voilà, chez elle, cette notion d'identité, n'était pas aussi claire que chez les autres. Donc, elle était la notion, l'imaginaire de l'État, elle n'avait pas, elle ne le portait pas. Donc elle ne sera jamais une séparatiste quelque part, parce qu'elle ne portait pas cet argument sur l'État. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce genre de personnes et leur vision de la vie, leur expérience et les questions qu'elles se posent. Elle était vraiment... c'est un moment intéressant avec elle à discuter sur ce genre de choses. Elle me posait beaucoup de questions sur la Prasie, c'est de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Vous avez des questions? Je pensais un truc par rapport à la question de la langue. C'est qu'en fait, il y a tout un chemin de sortir de ce qu'on connaît pour revoir la place de lien. D'une part, le choix de l'écriture en français. C'est une manière de sortir de l'écriture que tu connais, de même que aller voir l'État qui n'est pas reconnu, en fait c'était aussi une manière de voir l'État, de regarder nos États. C'est de sortir de parce qu'on n'arrive plus à voir l'État quand on est dedans, et quand on va dans cet État qui est fragile, qui ne fonctionne pas, qui est complètement en gestation, ça nous permet de revoir des choses différemment dans l'État. Et je pense qu'il c'est même peut-être aussi en lien avec Dimitri qui part loin qui part ailleurs pour comprendre aussi peut-être des choses par rapport à son Irlande à lui. Mais il y a tout un cycle comme ça de sortir de ce qu'on connaît pour replacer ce qu'on est. Et en fait, on pourrait dire la fin de... S'il découvre quelque chose, Dimitri, à la fin, c'est que c'est pas très important tout ça. C'est pas toutes ces structures qui le portaient, ne sont plus importantes pour lui. C'est pas ni son frère, ni son père, ni la situation dans laquelle il était, le conflit, etc. C'est pas du tout ça qui est important. C'est le fait de continuer, d'endurer, de continuer, de ne pas s'arrêter. Et par son propre choix, par son propre autorité, voilà, d'écrire lui-même son... Et c'est peut-être ça qu'on découvre quand on sort de... Voilà, on remet en place, on regarde avec une nouvelle perspective les choses auxquelles on était si attaché ou qu'on considérait si importantes. Et on les relativise, on les met de côté ou on ne les considère plus importantes. Alors vous avez une écriture très sobre, en même temps très dense, avec un fort pouvoir d'évocation. Il y a des images qui restent assez durablement, comme par exemple la voiture sur la route de montagne avec la neige tourbillonnante. Et je voulais savoir quelles étaient vos influences littéraires, s'il y en avait qui étaient françaises ou... C'est dur question, ça, c'est difficile. Ah, plein, mais que j'ai... L'influence littéraire la plus importante est celle familiale. Donc c'est le contexte dans lequel j'ai vécu, et j'ai été élevé, qui est celui d'un dialogue permanent avec mon père qui est écrivain et ma mère qui est professeur de littérature. Sur la littérature, avec ma mère plutôt la plus personnelle comme réponse, mais pourquoi pas, c'est sur tous les œuvres littéraires, donc sur Joseph Conrad, tout ça c'est très important pour moi, les livres d'aventure, mais qui ne sont pas des aventures du tout. Et avec mon père, c'est plutôt sur les techniques de la littérature, comment écrire une phrase. C'est ça, c'est une obsession constante et permanente, et ça j'ai toujours la question d'écrire, comment écrire une phrase, et
comment l'équilibrer, comment trouver le mot juste, c'est un truc. Voilà, ça j'ai jamais parlé foot avec mon père, mais j'ai toujours parlé de ça pendant toute ma vie, et j'en parle encore. Et c'est une obsession, et j'adore parler de ça, la question de... Mon père peut me répéter la même phrase 40 fois de... Quand un homme va vers une fenêtre, comment va-t-il vers une fenêtre? Est-ce qu'il marche vers la fenêtre? Enfin, c'est ce genre de truc. Et ça, j'adore. Ensuite, ce qui influence l'écriture même, le style, non, alors je pourrais pas dire, c'est vraiment une question... et j'aurais presque honte de répondre, c'est-à-dire que c'est de mettre c'est révéler des choses, enfin des auteurs qui sont trop importants pour moi. Je sais que L'étranger de Camus est pour moi formateur, enfin, ce roman-là. Sa densité, la breveté de cette histoire, l'universalité de la question qui posait du personnage. Voilà, ça c'est très important. Et ça en France, j'ai lu je ne sais pas combien de fois. Voilà. Et alors vous avez d'autres projets littéraires? Oui, mais là j'écris en anglais. Alors c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire avec un roman en anglais maintenant? J'ai trouvé un éditeur au français qui est très sympa et que j'aime beaucoup et qui a fait... Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc peut-être ça va être traduit, on le traduira en français et on va le sortir. Ça ferait un peu un déplacement un peu bizarre, des niveaux de déplacement par rapport à mon expérience. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à faire ce chemin? En fait, je voulais voir si je pouvais le faire maintenant. Je voulais voir si je pouvais... tout ce que j'ai appris, j'ai l'impression d'avoir appris là avec ça, je me dis, est-ce que je peux le faire dans ma propre langue? Et d'abord, et deuxièmement, est-ce que ça peut être plus facile dans une langue que je maîtrise? Et ça l'aide énormément, j'écris beaucoup plus vite. Le style, c'est ça qui était étrange, c'est que je crois qu'un lecteur, si jamais il sort, on va pas se perdre, ils vont dire c'est le même auteur, c'est le même style. C'est ça qui est étrange. C'est le même économie, c'est le même, c'est la même approche un peu sobre, comme vous dites, un peu tendue. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais en fait Dimitri ne réfléchit jamais. Je pensais à cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le roman est sa réflexion. Non, enfin, vous voyez, donc il faut une écriture qui serait... C'est pas un livre psychologique, mais c'est complètement un livre psychologique. Tout est à travers sa vision du monde. Il n'y a pas un narrateur qui flotte autour. C'est pas didactique du tout, c'est silencieux. Donc il fallait, voilà, comme c'est pas une exploration de la psychologie de quelqu'un, mais en même temps, c'est la vision du monde des yeux de quelqu'un. Et voilà, il faut trouver le style, je crois, ça m'intéresse, de trouver cet équilibre-là. Un peu d'interstice entre voilà, ces deux genres de romans. Moi, j'ai bien évidemment pas encore lu votre roman, mais de ce que j'ai entendu dire ce soir, par Marianne ou par vous, j'ai l'impression, alors vous allez confirmer ou infirmer mes impressions, j'ai l'impression qu'il y aurait deux moyens de le qualifier. Allez-y. Ça serait le premier, j'avais pensé à l'idée de géopolitique poétique. Ou de poésie géopolitique, non, plutôt géopolitique poétique. Et j'ai l'impression aussi, mais là c'est plus mystérieux et qu'on peut pour moi, ouais. J'ai l'impression que c'est un manifeste. Un manifeste de quoi? Mais justement. C'est intéressant. Un manifeste. Bon. De vous, en tout cas, mais... Ah oui, peut-être, je sais pas. Ouais. D'une vision. Je sais pas, là on est dans l'impressionnisme absolu. Hein. C'est bien. Un manifeste, je vais prendre dans le sens que je comprends. C'est que, est-ce que c'est un roman qui réfléchit? Est-ce que c'est un roman auquel j'ai longtemps, enfin, que j'ai vraiment... c'est pas une improvisation. C'est l'écriture, c'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça. C'est vraiment... donc quelque part, oui, il y a quelque chose de très très conscient, de très contrôlé. Ouais. Voilà, c'est une suite de lente, volonté de révélation de certaines choses. Il y a de ça c'est très clair. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la langue? Je pense aussi, mais c'est difficile à évoquer.
sur le... Ouais, il y a plein de choses. Oui, je pense que vous avez raison quelque part, peut-être. Il faut réfléchir. Faut que je réfléchisse à votre question. Je sais pas. C'est des idées qui ont surgi comme ça que je livre. Je sais pas si c'est poétique, mais peut-être que c'est poétique. Je sais pas. Ouais, il y a des images. Mais il y a une géopolitique. Oui, je pense qu'on peut l'analyser comme ça. Il y a pas. Je pense qu'en lisant, on n'est peut-être pas conscient d'une réflexion qui serait géopolitique, mais... Tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur le voyage qu'il fait, c'est quand même très géopolitique. Mais ça, c'est mon explication. Oui, mais c'est quand même ce qu'on lit. Il y a ça, il y a ça, ouais. Ok. Ouais. Parce que tu disais qu'il partait... Enfin, je trouve qu'il part quand même d'une Europe pacifiée pour arriver quand même dans une Europe en guerre. Enfin, il part d'Irlande. Oui. Il parle d'Irlande oui. Avec un père dans l'Irak. Oui, c'est vrai. Donc, il traverse quand même une zone qu'on connaît, qui nous semble familière. Et comme tu dis qu'il est propriétaire de l'Europe dans laquelle il finit, j'ai l'impression quand même qu'on fait ce voyage avec lui et qu'on arrive quand même dans cette partie un petit peu dont on a vaguement entendu parler et qui est quand même pas la même Europe que la... Oui, en même temps, il part d'un confin pour aller dans un autre confin. Oui. Parce que pendant des siècles, l'Irlande, pour les Anglais, c'était un confin peuplé de sauvages. Totalement. Puis moi, j'aimais bien ce qui a été dit presque au début quand vous l'expliquiez, c'est que justement, cette notion de confin, elle est beaucoup plus élusive que ce qu'on peut s'imaginer et qu'elle n'est pas purement géographique. Il y a des confins intérieurs, il y a des confins qui n'étaient pas là hier, qui apparaissent tout à coup, alors que d'autres, au contraire, qui étaient de la périphérie, deviennent du centre. Parce que c'est pas une notion, enfin c'est plus une notion depuis longtemps qui est purement géographique. Elle est devenue culturelle, militaire, sociale, politique. Enfin, en tout cas, mais toujours. On a eu aussi des confins personnels. Hein. Ah oui. Oui, mais pour prendre l'exemple dans la ligne des glaces, mais c'est intéressant parce que c'est aussi une exploration de cette notion des confins, puisque Emmanuel Ruben a inventé en fait un expat français qui travaille pour le ministère des Affaires étrangères sur des missions assez soft, hein, rien de, enfin c'est pas un agent secret déguisé, hein, mais qui fait et là qui se retrouve. Tu sais pas. Non, mais dans le roman, en vrai, j'en sais rien. Effectivement, je sais pas ce que fait réellement Emmanuel Ruben, mais en tout cas son personnage, non. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a choisi un faux pays balte. Il a fait un pot pourri, assez astucieux, où il a mélangé la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie pour en faire un pays balte emblématique, qui est à... Non, parce qu'il connaît parfaitement l'histoire de ces pays-là, et puis il a disséminé ses indices suivant ce qu'il voulait faire de façon extrêmement précise. Donc disons que c'est 70% Lettonie et complété par les deux autres. Et le but proposé, c'est vraiment l'exploration de ce qui est devenu de fait la frontière de l'Europe, puisque justement les trois pays baltes étant devenus, voilà, la frontière s'est déplacée de 350 km vers l'est, et d'un seul coup, ce truc qui n'avait aucune importance, la ligne, enfin la frontière dans le golfe de Finlande entre les eaux territoriales russes, finlandaises et estoniennes de fait, qui n'avait franchement pas grande importance il y a 30 ans, d'un seul coup on a énormément. Et donc c'est le fait que la notion de confin s'est transportée et emmenant avec elle tout un tas de trucs assez mystérieux, enfin au contraire très simples. Hein, mais, Tu es en train de nous dire que les Russes sont pas européens? Pas au sens de l'UE, enfin, c'est uniquement ça, je veux dire. Moi, alors là, la notion d'Europe, moi je ne sais même pas ce que c'est, mais parce qu'il y en a 50 de notions d'Europe. Mais en tout cas, l'UE au sens enfin, voilà, économique et politique, enfin, plus économique que politique. Mais là on parle de la Géorgie, enfin des explorations vers la Géorgie, etc. C'était déjà Médée, la Colchide, l'exploration des Argonautes, etc. Est-ce que ça... Quand on parle des communautés, enfin du choix des communautés grecques là-bas, il y a un rapport justement avec ces vieilles légendes Il parlait de littérature qui m'a influencé, la pièce d'Eurydipe de Médée, j'ai lu 50 fois. Avant l'écriture de ce roman. Non, j'adore cette pièce d'abord, je trouve que c'est une des pièces les plus réussies, claire, fine, directe, tragique. Et la notion qui est véhiculée, c'est Médée, c'est la première mise en scène littéraire du concept de la barbarie. C'est génial. Et ça c'est inventé, enfin ça a été, c'est né là, enfin en Colchide comme vous dites, dans l'imaginaire grec, mais aussi dans ces petits postes frontières qu'ils ont créés autour de la mer Noire, à Dioskuria, à Odessa, je ne sais pas comment ça s'appelle en temps, Sospol, etc. Trabzon, qui est une ville grecque. Tout ça c'est né là-bas. Et ça c'est un concept qu'on porte maintenant aujourd'hui, auquel
qu'on ne comprend pas trop, qu'on utilise beaucoup trop vite c'est des concepts politiques pour expliquer des situations, mais pas du tout des concepts humains. Moi, c'est extrêmement important pour moi. Pour le concept de la barbarie, en fait, Dimitri, pour moi, pour dire bêtement, mais c'est le nouveau barbare, quelque part. Le côté Dimitri et Nico comme choix de nom de personnage, fils d'Irlandais, bon, vous dites, leur mère est georgienne, mais... Vous avez raison. Quelque part, ça reste quand même surprenant comme nom de personnage. Ah non, mais c'est ça. Pour moi, c'était ça, mais je ne voulais pas faire trop ouvertement. Enfin, mais c'est clair que vous avez les lectures fines, c'est ça. Mais donc, il y a ce concept, ce personnage du barbare qui est là, de ce que c'est que le barbare au niveau humain. Ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais vous avez raison, il y a ça. Et pour jouer, hein, les deux frères, là, Nico et Dimitri, ce seraient les fils de Médée qui n'ont jamais été tués. Voilà. Médée, c'est une pièce qui a toujours été refaite à travers tous les siècles. Toutes les sociétés presque, surtout en Europe, ont repris cette pièce, l'ont transformée en opéra, au théâtre, en peinture. Enfin, c'est vraiment... si on commence à regarder, c'est un concept, vous savez peut-être, c'est partout présent. Et voilà, moi c'était un peu un jeu personnel que je voulais faire, c'était de dire, voilà, ça c'est une nouvelle version pour moi de Médée à l'heure actuelle. Sauf qu'il n'y a pas de tragédie, enfin il y a une forme de tragédie, elle est incomplète. Mais, donc il y a ce concept-là, mais au fond, vous savez, il y a un autre truc pour moi qui était intéressant, donc on ne pose jamais la question, donc j'en parlais parce qu'au cas où on ne la pose jamais, ce serait un personnage qui est là-dedans, qui est au fond le vrai personnage du roman, pour moi. Le premier titre de ce roman n'était pas Mer Noire, c'était Otsiman. Otsiman, c'est ce homme sauvage qu'on a retrouvé sur cette frontière autrichienne-italienne, qui est mort il y a 5000 ans, sur un col de montagne, qui a été révélé par la fonte des glaces en 91, je crois, par des montagnards. Ils ont vu ça, c'est quoi? Ils pensaient que c'était un homme qui est mort l'année d'avant. En fait, il s'avère que c'est un homme qui est sauvage, né, mort d'une mort violente il y a 5000 ans. Et si jamais vous avez l'occasion de voir Otsiman, il faut aller le voir. Il est dans le musée de Bolzano en Italie. Donc il est mort. On a fait des scans de son corps pour essayer de comprendre comment il est mort. Il a plein de tatouages. Enfin, il est sauvage, cet homme. On se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cet homme? En même temps, il est mort parce qu'il avait une flèche comment on dit, un bout de fleur, à côté du cœur. Enfin, il est mort violemment. Mais en même temps, dans sa mort, il meurt donc en haut de ce col, dans cette montagne, sous la neige, j'imagine qu'il neige, et il meurt avec ce geste, il pose le bras, sa tête sur son bras, et ça, je trouve ça assez génial, assez fabuleux. Et là, d'un coup, quand on voit cet homme, il y a une espèce de pont qui se crée qui traverse 5000 ans. C'est bête, mais c'est vrai, on comprend ce gars. On comprend, il y a un sentiment de fraternité immédiat et de solidarité avec ce bonhomme qui est complètement différent que nous, qui est absolument sauvage. Et finalement, c'est ça, l'humanité de Dimitri, c'est ça. Et voilà, la fin, c'est ça pour moi, c'est ce geste de tendresse, d'attachement auquel il fait écho, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à boire un verre, à faire signer un ou plusieurs Mer Noire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.